La guerre en Ukraine entre dans sa 4e année, et les deux côtés mettent maintenant tous les moyens en œuvre. Chaque pouce de territoire est devenu un champ de bataille, alors que l'Ukraine et la Russie poussent pour une dominance tactique, stratégique et technologique. Mais faisons un pas en arrière. Lorsque l'opération militaire spéciale dite de la Russie a commencé, l'armée ukrainienne était éclipsée par celle de la Russie, en taille et en puissance. La Russie était perçue comme ayant la 2e armée mondiale la plus puissante, et la plupart pensaient que l'Ukraine ne résisterait que quelques semaines. Pourtant, nous voici. L'Ukraine a non seulement tenu bon, mais elle a réussi à repousser la Russie et à lancer des contre-offensives qui ont choqué le monde. Comment l'Ukraine, le petit poussé, a-t-elle réussi à résister à une superpuissance mondiale? Cette vidéo retrace les premiers jours de la guerre, les tactiques et stratégies clés qui ont permis à l'Ukraine de survivre et les progrès qui ont inversé le cours des événements. Mais d'abord, examinons l'ampleur de la disparité militaire au début de la guerre. Un rapport de Cable News Network daté du 25 février 2022 donne certaines des approximations les plus proches de la puissance militaire de la Russie et de l'Ukraine à l'époque. On estimait que les effectifs actifs de la Russie comprenaient environ 900 000 soldats, contre 196 000 pour l'Ukraine, ce qui lui donnait environ 4 fois et demi plus de troupes à utiliser dans le conflit à venir. La plus grande disparité se trouvait dans les forces aériennes, où la Russie surpassait l'Ukraine de 5 contre 1, avec 165 000 contre 35 000 personnels au total. Il faut noter que la Russie n'a pas pu rassembler toutes ses forces pour entrer en Ukraine au début de l'invasion. Au lieu de cela, le rapport suggérait qu'il y avait entre 160 000 et 200 000 soldats sur les 300 000 de la force terrestre du pays utilisée pour l'invasion. De l'autre côté, l'Ukraine a déployé environ 120 000 fantassins. Alors que l'Ukraine était très défensive au début de la guerre, la Russie n'a pas donné son maximum, contrairement à ce qui était souvent suggéré. C'était en partie dû à la logistique et à l'histoire. En termes simples, une partie de l'armée russe est composée de conscrits obligatoires, c'est-à-dire des troupes recrutées régulièrement pour servir pendant de courtes périodes, plus courtes que les troupes sous contrat. Par précédent, les conscrits ne peuvent pas être déployés en dehors du territoire russe, une conséquence de la précédente guerre soviéto-afghane des années 1980, où les pertes soviétiques ont atteint environ 670 000 sur 10 ans. Après la guerre, la population russe a exhorté le gouvernement à empêcher tout futur déploiement à l'étranger, ce qui semble avoir été entendu. Même Poutine semble respecter ce précédent, malgré le triste bilan du pays dans le conflit en cours. Mais la principale raison pour laquelle la Russie n'a pas déployé toute son infanterie en Ukraine est peut-être plus en accord avec ses tactiques et plans précédents. On pourrait dire que la guerre en Ukraine est une escalade et peut-être même une progression naturelle d'un conflit qui a commencé il y a plus de 10 ans, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Lors de cet événement, la Russie a pris le contrôle d'une région de l'Ukraine presque sans tirer un coup de feu. L'armée russe a effectué un coup d'état militaire, envoyant des troupes d'élite à l'aéroport de Sébastopol, prenant par surprise l'armée locale et les défenses nationales. Par la suite, l'armée russe a pris le contrôle du gouvernement local, l'a remplacé par des loyalistes russes et a initié un faux référendum, forçant la Crimée à rejoindre la Fédération de Russie. En 2014, la Russie a exploité la crise politique et les troubles civils pour son incursion en Ukraine, neutralisant les réponses potentielles et accélérant le processus. Lorsque la Russie a annoncé le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, Poutine a tenté de réitérer la tactique. Cette fois, il ciblerait les dirigeants du gouvernement à Kiev. Selon Poutine, la Russie avait déjà des revendications politiques et culturelles sur l'Ukraine, et les Ukrainiens auraient dû être ravis de rejoindre la fédération. Il croyait que le cœur du pays ne poserait pas beaucoup plus qu'une résistance symbolique. Malgré les plans publiés par de nombreuses administrations et organismes indépendants indiquant que la Russie préparait une invasion, Poutine pensait qu'un avertissement inciterait l'Ukraine à déplacer ses forces vers la région contestée du Donbass, plutôt que de renforcer Kiev. Il n'avait que partiellement raison. Le premier jour de la guerre, la Russie a lancé une attaque à 2 volets sur Kiev, avec un petit contingent de forces spéciales russes à bord de 34 hélicoptères, étant la première équipe de frappe à approcher la capitale ukrainienne par les airs. 2 à 300 soldats avaient pour mission de prendre le contrôle de l'aéroport de Hostomel, le plus grand desservant Kiev, avec une capacité significative d'accueillir le transport militaire. L'attaque proviendrait de Masyar, en Biélorussie, à seulement 1 heure de vol de Kiev. Simultanément, la Russie a lancé son offensive terrestre depuis la Biélorussie et la Russie, tentant de faire avancer rapidement ses unités mécanisées vers l'aéroport. Le plan s'est transformé en désastre dès le départ. L'invasion aérienne était presque vouée à l'échec, les forces russes subissant de lourdes pertes avant même d'atterrir près de l'aéroport et de commencer à se battre pour le contrôler. Les troupes ukrainiennes ont barricadé la piste, empêchant tout avion de l'utiliser pour l'invasion initiale.
Les maigres défenses anti-aériennes de l'aéroport ont réussi à abattre au moins 4 avions, avant que les Ukrainiens ne soient submergés et forcés de se rendre ou de reculer. Malgré cela, les Ukrainiens ont réussi à retarder l'occupation russe de l'aéroport pendant quelques heures, permettant le transport de certaines de leurs forces mécanisées de la région. Les forces russes, qui devaient arriver par voie terrestre, ont été très retardées. Poutine avait prévu cette éventualité en envoyant prétendument entre 1000 et 5000 soldats par transport aérien. Toutefois, l'armée ukrainienne a bombardé à nouveau la piste, la rendant inutilisable et obligeant les renforts à se retirer. Les troupes russes n'ont pas pu s'adapter à l'aéroport occupé inutilisable et à la résistance inattendue rencontrée par les troupes terrestres. Cela nous mène à la différence d'équipement entre la Russie et l'Ukraine, et comment l'Ukraine a su la surmonter. L'avantage le plus notable de la Russie sur l'Ukraine au début de la guerre était sans doute son impressionnant arsenal de véhicules. La Russie disposait d'environ 15 900 véhicules de combat blindés contre 3 300. Pour l'Ukraine, environ 10 fois plus d'avions militaires et environ 17 fois plus d'hélicoptères. Mais aucun de ces atouts ne finirait par compter à long terme. Malgré son important arsenal de chars, la Russie les a fortement sous-utilisés au début de l'invasion. Au début de la guerre, l'armée russe a progressé trop vite sur près de 3 fronts simultanés, ce qui s'est avéré nuisible pour elle-même. Les chars étaient les plus rapides des véhicules militaires, car les escadrons n'avaient généralement pas de véhicules de soutien et d'infanterie pour les ralentir. Cela finirait par être leur perte. Sans un soutien anti-aérien clé à proximité, les chars russes pourraient être ciblés par l'artillerie ukrainienne et les drones, ce qui aurait des conséquences dévastatrices. Les chars russes T-80 et T-90 sont issus des conceptions soviétiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La doctrine militaire russe privilégiait la production de chars plus compacts, légers et manœuvrables que ceux des Occidentaux. Cette conception les rendait plus difficiles à toucher au combat, mais impliquait des compromis en puissance et survie comparés aux véhicules lourdement blindés de l'OTAN. Pour obtenir leur profil plus petit, les chars russes ont mis en œuvre un système de chargement automatique qui éliminait le besoin d'un troisième membre d'équipage. Cependant, cette conception a aussi engendré des failles cruciales. Le chargeur automatique stockait les munitions dans un anneau autour de la tourelle qui avait des zones peu blindées. Pire encore, la petite taille du char entraînait souvent un stockage désordonné des munitions supplémentaires dans la coque et la tourelle, hors des compartiments fortement blindés. Ce manque de compartimentation rendait les chars russes particulièrement susceptibles à des explosions catastrophiques. Les munitions pénétrantes ou les mines anti-chars pouvaient enflammer les munitions de rechange, provoquant une réaction en chaîne appelée effet de boîte à surprise. Ce défaut a persisté dans les chars soviétiques et russes, dont le T-90 000. Ce dernier tente de résoudre le problème avec des caractéristiques de sécurité modernisées, comme le stockage des munitions à l'arrière de la tourelle avec des panneaux d'évacuation, comme les chars occidentaux. Cependant, l'efficacité de ces changements pour corriger les défauts de conception reste un sujet de débat. Bien que freinée par le fait que l'invasion aérienne initiale de Kiev allait à l'encontre du plan, la Russie a toujours maintenu un avantage numérique important près de la capitale ukrainienne. Cependant, l'armée russe commet une série d'erreurs logistiques et tactiques depuis le début de l'invasion. Premièrement, l'invasion aérienne de Hostomel a échoué. Il n'y avait presque aucune raison de penser qu'une stratégie aussi audacieuse donnerait des résultats positifs. Poutine avait déjà utilisé la même stratégie pour occuper la Crimée, donc la réitérer à plus grande échelle contre l'Ukraine, moins de 10 ans après, semblait totalement inadapté pour un dirigeant réputé calculateur et ex-agent du comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti. De même, l'armée ukrainienne faisait jadis partie intégrante de l'Union soviétique. La frappe décapitante qui a été effectuée en Crimée et tentée à Kiev faisait partie du plus large répertoire militaire soviétique, car elle avait déjà été exercée deux fois auparavant, à Prague et à Kaboul. Les officiers ukrainiens, formés à la pensée soviétique, connaissaient donc ostensiblement la tactique d'une certaine manière. De plus, l'armée ukrainienne a commencé à recevoir une formation vitale des forces de l'OTAN, après 2014, les rendant beaucoup plus préparés à combattre un ennemi qui pourrait exercer une certaine supériorité aérienne, comme la Russie. Deuxièmement, après l'échec de l'invasion initiale, la Russie semblait mal préparée à l'ampleur de la guerre qu'elle avait déclenchée, bien qu'elle soit l'agresseur. Les convois militaires ont pratiquement traversé un territoire non occupé pour atteindre la ligne de front, donnant à l'armée ukrainienne plus qu'assez d'opportunités pour les cibler de loin. Pire encore, les convois semblaient déterminés à se déplacer en file indienne, ce qui s'est avéré être une erreur dévastatrice. Si l'avant et l'arrière du convoi étaient redétruits, le reste des véhicules avait beaucoup plus de mal à monter une défense unie et pouvait être désactivé librement. L'Ukraine a réussi à éliminer un convoi qui contenait 100 véhicules en utilisant cette stratégie exacte, montrant à quel point
La Russie a mal géré sa planification tactique. Troisièmement, la Russie n'a jamais pu encercler complètement Kiev. Le sud de la ville est resté ouvert aux renforts, permettant à l'armée ukrainienne d'assurer un approvisionnement constant en munitions et en matériel militaire. De plus, l'armée ukrainienne pouvait prendre les envahisseurs russes en tenaille contre la ville en les attaquant par derrière. Pendant ce temps, la zone au nord de la ville est dominée par le fleuve Dnipro et ses affluents, qui étaient contrôlés par une série de barrages hydroélectriques et d'irrigation. Les Ukrainiens ont ouvert plusieurs barrages, changeant radicalement le paysage autour de Kiev. Avec l'entrée de la ville pratiquement divisée par le fleuve, et peu de points d'entrée restants au nord-ouest, où les affluents du Dnipro étaient inondés, la Russie a soudainement eu beaucoup plus de mal à livrer de nouvelles fournitures à cette partie du front. Quatrièmement, les Ukrainiens étaient déjà soutenus par l'OTAN, avant le début officiel de la guerre. Depuis l'annexion de la Crimée, l'Ukraine a entrepris de moderniser son armée, notamment en collaborant étroitement avec l'OTAN pour obtenir un équipement plus moderne. L'OTAN a fourni des renseignements militaires cruciaux sur les mouvements russes autour de l'Ukraine, permettant de développer un signal d'alerte précoce pour l'OTAN et l'Ukraine sur une potentielle attaque russe. Bien que nous ayons discuté en détail de l'aide en équipement avancé de l'OTAN à l'Ukraine pendant la guerre, dont nous parlerons plus tard, les premiers dons ont en fait débuté bien avant février 2022. Selon une déclaration de responsables américains et ukrainiens, en 2018, 4 ans avant l'invasion, les États-Unis fournissaient des systèmes anti-chars Javelin à l'Ukraine. Dans la même veine, le Royaume-Uni a commencé à envoyer des NLAWs anti-chars en Ukraine en janvier 2022, juste un mois avant le début de l'invasion. Cela signifiait que l'Ukraine se préparait déjà à défendre son territoire, considérant la guerre subséquente comme imminente par toutes les parties impliquées. Les Javelins et les NLAWs, essentiels autant que les tactiques ukrainiennes, permettaient de frapper à distance les véhicules militaires russes et de mettre une pression considérable sur les troupes envahissantes. Face à de multiples revers, le siège de Kiev n'a effectivement duré qu'1 mois et 2 semaines. L'armée russe s'est officiellement retirée le 8 avril 2022, et l'Ukraine a affirmé qu'elle avait libéré tout le nord de son territoire peu de temps après. Sur le front et du Donbass, les Russes, contraints de se regrouper, ont fait face à des problèmes similaires. Kiev n'étant plus significativement menacée, malgré les bombardements russes continus par drones et missiles longue portée, l'Ukraine a pu déplacer la plupart de ses défenses vers l'est. Le mois et demi supplémentaire de résistance a permis à l'OTAN d'envoyer plus d'équipements à l'Ukraine. Cela incluait des armes soviétiques que l'OTAN et ses alliés avaient en stock, comme le T-72 modifié. La Pologne, les Pays-Bas, le Danemark, les États-Unis et la République tchèque ont fait don d'environ 470 chars révisés ou modifiés, avec lesquels l'Ukraine avait déjà de l'expérience. Des armes modernes, comme les nouveaux designs d'artillerie, seraient dévastatrices dans la région du Donbass. Les pays de l'OTAN utilisent la guerre en Ukraine pour tester leurs nouvelles armes dans des situations réelles. Bien que l'armée russe ait échoué à créer des stratégies innovantes, elle possédait certains des équipements militaires les plus modernes. Cela fournirait à l'OTAN des mesures concrètes pour concevoir et améliorer leurs arsenaux. Un équipement qui a commencé à renverser la situation est venu dans un domaine où l'Ukraine avait un désavantage tout au long de la guerre, l'artillerie. La Russie est le plus grand producteur mondial de batteries d'artillerie, d'obusiers tractés, d'artillerie autopropulsée et de munitions, surpassant l'OTAN par 3 fois. Cela signifiait qu'elle pouvait utiliser des tactiques basées sur le nombre pour faire pression et pousser en Ukraine. La France a livré l'un des plus grands contre-pieds à cette stratégie, du moins au début de la guerre. Le César est un howitzer français, monté sur camion de 155 mm, équipé d'un système de contrôle de tir avancé, ou système de contrôle de tir. Il peut tirer 6 coups en moins de 2 minutes avant de se repositionner rapidement pour sa sécurité, mais peut rester en position si nécessaire. Avec une capacité de 18 obus, le César offre une agilité et une survie remarquables au combat. Le camion à châssis 6 ou 8 roues rend l'ensemble du système plus rapide, plus manœuvrable et résistant aux impacts comparé aux obusiers à chenilles utilisés par les États-Unis et la Russie. De plus, le système de contrôle de tir numérique, le taux de tir rapide et les temps de déploiement et de redéploiement rapide permettent au César de se déplacer très rapidement sur le champ de bataille. L'artillerie peut atteindre sa cible, tirer des salves et repartir en quelques minutes. Le César a une portée maximale d'environ 25 miles, bien plus que les armes soviétiques de l'époque, ce qui en fait une menace presque inégalée dans sa catégorie. Cela empêcherait les forces russes de pouvoir monter une contre-attaque en triangulant la source du feu. L'avantage de portée du César serait éclipsé par l'introduction de l'artillerie assistée par statoréacteur, qui a une portée théorique approchant les 100 miles.
L'Allemagne et Boeing avancent sur des projets d'avions à statoréacteurs. Les obus de 155 mm actuellement fournis à l'Ukraine par Rheinmetall ont une portée d'environ 100 km ou 62 miles et n'incluant pas la technologie statoréacteur. Néanmoins, ces obus à portée étendue confèrent toujours un avantage notable à la capacité d'artillerie de l'Ukraine, les rapprochant des missiles traditionnels comme les Atacms en termes de portée. Le bilan de César soulignerait les deux piliers de la guerre moderne, portée et mobilité. Tant que l'Ukraine dispose d'armes surpassant en portée ou en manœuvrabilité celle de la Russie, elle pourrait garder l'avantage. Cependant, un troisième facteur clé a permis à l'Ukraine de prendre l'avantage. Économie. L'Ukraine avait reçu plus de 250 milliards de dollars en dons de l'OTAN, que ce soit en aide financière directe ou en équipement et munitions militaires, ainsi qu'en assistance humanitaire. Cela a permis au pays de canaliser ses efforts ailleurs et de suivre les dépenses de la Russie, d'environ 140 milliards en 2024. L'Ukraine a réussi à produire des drones, des armes plus efficaces et moins coûteuses. La guerre en Ukraine a vu une prolifération de petits drones de loisirs et de tournage utilisés à des fins militaires. Le drone de base pourrait coûter quelques milliers de dollars maximum, et les drones agricoles plus grands, avec une capacité de charge supérieure pour monter des mines anti-chars, une meilleure ordonnance ou plus de drones, coûtent des dizaines de milliers. Lorsqu'ils sont combinés avec les grenades et les bombes anti-chars bon marché mais néanmoins efficaces contre les véhicules et l'infanterie. Un seul drone est généralement bien moins coûteux que sa cible, qu'elle soit un objet ou une personne. Pour aggraver les choses pour la Russie, elle n'a pas beaucoup de contre-mesures pour ce type de guerre. Les techniques de brouillage ont conduit à une course aux armements technologiques entre les deux pays, où les systèmes s'affrontaient et étaient redéveloppés mois après mois. La Russie ne pouvait utiliser que des systèmes anti-aériens dédiés, qui coûtent des centaines de milliers de dollars par missile pour abattre un drone. Les vagues de drones lancés par l'Ukraine ont commencé à causer de sérieux dommages au matériel militaire et au budget de la Russie. Un drone de 10 000 dollars détruisant un char de 500 000 dollars ou se faisant abattre par un missile de 100 000 dollars allait toujours valoir l'effort pour l'Ukraine, même s'il finissait par perdre 10 drones pour chaque coup réussi. La guerre des drones a permis à l'Ukraine de regagner le contrôle de son littoral. La flotte russe de la mer Noire a dû stopper son blocus du port d'Odessa en novembre 2023, suite à de multiples attaques de drones ukrainiens et de missiles longue portée sur des navires et ports de ravitaillement en Crimée. L'Ukraine a développé et déployé le premier drone kamikaze maritime mondial, conçu pour atteindre sa cible en nageant. Les raids nocturnes ont coulé le navire amiral et détruit de nombreux autres navires de la flotte. Libérer l'accès à la mer permettrait à l'Ukraine de revitaliser ses exportations, car elle est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Le retour du commerce maritime à ses niveaux d'avant-guerre, juste un an après le début de la guerre, a montré à quel point la Russie pouvait exercer peu de pression sur un pays qui n'avait pas de marine à proprement parler. Enfin, il y a la question de l'avantage aérien supposé de la Russie. En réalité, la Russie n'a jamais pu établir une supériorité aérienne totale sur l'Ukraine. Les forces aériennes effectuent la plupart de leurs missions près des frontières russes, ne s'éloignant jamais trop de l'espace aérien russe. L'OTAN a fourni à l'Ukraine un système anti-aérien multicouche, couvrant tout le pays, expliquant cette situation. Il a employé des batteries, et missiles patriotes, drones, lanceurs portables et divers systèmes de missiles solaires pour neutraliser les radars ennemis, brouiller les systèmes de ciblage ou abattre des drones. Grâce à un bouclier à large diffusion, la portée d'engagement des forces russes est souvent bien inférieure à la portée maximale de chaque composante. La Russie étant l'agresseur, son équipement sera constamment menacé, car l'Ukraine peut combiner ses systèmes anti-aériens avec des avions et des drones pour renforcer sa défense. Manquant de prévoyance et dépendant excessivement de systèmes obsolètes, la Russie se porte mal en raison de son manque d'innovation en matière de tactique militaire, et la situation ne s'est pas améliorée depuis le début de la guerre. L'OTAN envoie du matériel de plus en plus moderne à l'Ukraine, qui a réussi à développer une véritable industrie de drones. Pendant ce temps, les pertes de la Russie s'accumulent au point qu'elle doit utiliser des soldats nord-coréens pour augmenter ses effectifs. C'est un signe que la fin de la guerre pourrait être à l'horizon. Pensez-vous que l'Ukraine réussira à repousser totalement la Russie? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous. Allez maintenant découvrir la véritable raison pour laquelle la Russie a commencé la guerre en Ukraine, enfin révélée. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.